Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 1er avril 2025, épisode 241, en direct des Yvelines, en Terre de France. Je suis Marc-Frédéric Gomez, et au programme aujourd'hui, Apple corrige plus de 100 vulnérabilités dont certaines activement exploitées. Palo Alto, des hackers explorent les interfaces Global Protect vulnérables. Espionnage industriel, le groupe Red Curl refait surface. Ce groupe cible à nouveau des entreprises pour des campagnes de collecte stratégiques. Réglementation. Le Royaume-Uni dévoile les contours de sa Cyber Security Resilience Bill. Le NCSC présente les premières orientations réglementaires qui impactent directement les fournisseurs d'infrastructures critiques. Google impose de nouvelles exigences de sécurité aux éditeurs d'extensions Chrome. Apple, de nouveau sanctionné de 150 millions d'euros en France. Et le CERT-FR publie de nouvelles alertes sur les produits Fortinet, Zabbix et Microsoft Azure. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio CSERT pour ne rien manquer. Je reviens sur une campagne de scan massif qui a ciblé les portails VPN Global Protect de Palo Alto Networks depuis le 17 mars 2025. En l'espace de 10 jours, on apprend que plus de 24 000 adresses IP uniques ont été enregistrées avec un pic à 20 000 IP par jour, avant une baisse progressive de l'activité à partir du 26 mars. Ces scans visent clairement à repérer des systèmes exposés et vulnérables. Les données collectées par Green Noise révèlent que sur l'ensemble du trafic, 23 800 adresses ont été considérées comme suspectes, dont 154 catégorisées comme malveillantes. Ce type d'activité s'inscrit dans un schéma observé sur les 18 à 24 derniers mois, des vagues de reconnaissance qui précèdent souvent l'exploitation de nouvelles vulnérabilités dans les semaines suivantes. Ce regain d'activité s'inscrit notamment dans le contexte de la vulnérabilité critique, la CVE 2024-3400, découverte l'an dernier dans PanOS Global Protect. Il s'agit d'une vulnérabilité du type command injection non authentifiée, permettant l'exécution de codes arbitraires avec les privilèges root. Elle a été notée 10.0 sur l'échelle CVSS. Cette analyse des flux a permis d'identifier 3 empreintes réseau distinctes, le JA4H associé à l'outil de logging scanner utilisé dans cette campagne. Elle permet de relier différents essais de connexion à un même outil, indépendamment du changement d'adresse IP source. Sur le plan géographique, la majorité des IP proviennent des États-Unis avec 16 249 adresses, suivies du Canada avec 5 823 adresses. D'autres sources sont situées en Finlande, aux Pays-Bas et en Russie. Mais la quasi-totalité des cibles sont localisées aux États-Unis. Les infrastructures impliquées appartiennent majoritairement à l'AS 200-373, opérée par 3XK Tech, une entreprise allemande avec d'autres adresses IP liées à Pure Voltage Hosting Inc., Fast Server Limited et OICREA Nova Hosting Solutions Limited. Un pic de trafic identifié comme PanOS Crawler a également été observé le 26 mars avec 2580 IP sources uniques. Intéressant de voir que le botnet des attaquants est vraiment massif, mais ils sont quand même un peu détectés. Ils ne font pas faire ça dans la discrétion. Les acteurs du scanning semblent utiliser une base technique commune renforçant l'hypothèse d'une opération coordonnée de reconnaissance préalable à des actions offensives ciblant sur PanOS. À lire si vous avez du Global Protect. On ne réfléchit pas, on patch. Le Department of Science, Innovation and Technology a publié une nouvelle Cybersecurity and Resilience Policy Statement qui propose un ensemble de mesures législatives pour renforcer la sécurité des infrastructures critiques au Royaume-Uni. Ces propositions interviennent dans un contexte marqué par la multiplication d'activités hostiles dans le cyberespace britannique, notamment l'attaque de juin 2024 contre Synovis ayant affecté les services de santé. Ce texte vise à combler l'écart croissant entre les capacités offensives des acteurs malveillants et les mécanismes actuels de défense. Il s'appuie sur les limites constatées du cadre existant, notamment les NIS Regulations de 2018, et entend s'en inspirer pour les élargir. Premièrement, la portée des NIS Regulations sera étendue à davantage d'acteurs, notamment les data centers, les managed service providers et les fournisseurs critiques. Cette mesure permettrait d'aligner leur niveau de cybersécurité sur celui exigé pour les opérateurs de services essentiels. Deuxièmement, les régulateurs sectoriels se verraient dotés de nouveaux outils leur permettant d'imposer des exigences renforcées en matière de résilience. Les obligations de notification seraient élargies à un plus grand nombre d'incidents significatifs. Et enfin, troisièmement, le gouvernement disposerait d'une flexibilité accrue pour adapter rapidement le cadre réglementaire aux menaces émergentes.
Il pourrait par exemple inclure de nouveaux secteurs ou ajuster les obligations existantes. Enfin, tous ces nouveaux pouvoirs exécutifs permettraient au gouvernement d'intervenir directement dans certaines situations critiques lorsqu'un enjeu de sécurité nationale est avéré. Le NCSC, le National Cyber Security Center, soutient cette évolution. Elle mettrait à disposition ses ressources pour accompagner l'application du nouveau cadre. Le Cyber Assessment Framework servirait de base aux opérateurs pour évaluer leur posture de sécurité. Des outils complémentaires comme le Cyber Resilient Audit Scheme ou le Cyber Essential Assessment fourniraient des moyens d'évaluation indépendants utilisables par les régulateurs. Ce sont des propositions qui marquent vraiment un tournant très réglementaire et qui visent surtout à doter le Royaume-Uni de protections renforcées face à des menaces de plus en plus sophistiquées et persistantes contre les infrastructures critiques. C'est à lire, c'est de la réglementation, c'est pas tout à fait de la cybersécurité, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les data centers vont commencer à rentrer dans la boucle, ainsi que les sociétés d'hébergement et tout ce qui va être service de, entre guillemets, les prestataires d'infogérance. C'est passionnant. Je profite de cette revue de presse du 1er avril pour revenir sur Red Curl. C'est un groupe qui est actif depuis 2018 et historiquement orienté vers l'espionnage économique de façon très discrète. Ils font vraiment très peu de bruit, mais ils ont récemment modifié ces tactiques en intégrant un rançongiciel ciblant spécifiquement les environnements virtualisés Hyper-V. Selon Bitdefender, ce changement marque une rupture avec le mode opérationnel habituel du groupe, qui privilégiait jusqu'alors l'exfiltration prolongée de données via des accès persistants. Bon, à un moment, ils se rendent compte qu'il faut aussi payer les factures. Ils sont comme tout le monde. Dans un cas observé, les attaquants ont déployé un ransomware baptisé QW-Crypt, conçu pour compromettre des machines virtuelles Hyper-V, alors que la majorité des ransomware récents visaient des hyperviseurs VMware ECXI. L'attaque débute par des campagnes de phishing comportant des fichiers .img, des images, et se présentant comme des CV. Une fois ouverts, ces fichiers montrent automatiquement une image disque sous Windows, déclenchant l'exécution d'un fichier, ce que l'on appelle un .scr, malveillant. Cette charge utile exploite une technique de DLL sideloading à travers un binaire Adobe légitime, couplé à des tâches planifiées pour garantir la persistance. Et pour rester sur le radar, Red Curl emploie des techniques de living of the land avec des outils Windows natifs. Un exécutable personnalisé basé sur WMI exec permet des déplacements latéraux, tandis que l'outil Chisel est utilisé pour établir des tunnels réseau et accéder à distance au poste compromis. C'est une dinguerie leur truc. Avant la phase de chiffrement, les défenseurs sont neutralisés via des archives 7-zip chiffrées et un script PowerShell composé de plusieurs étapes. QW-Crypt se distingue par la flexibilité. Il accepte plusieurs arguments en ligne de commande permettant d'adapter le chiffrement. Dans un cas, les attaquants ont utilisé l'option -- exclude VM pour exclure certaines machines critiques comme les passerelles réseau, évitant ainsi toute coupure de leur propre accès. Le chiffrement repose sur l'algorithme, c'est du XSHA-20, poly 1305, et les fichiers reçoivent des extensions telles que .lockit$ ou .random_bytes$. Ce rançongiciel prend également en charge le chiffrement intermittent, ce qu'on appelle le block skyping, et la sélection de fichiers selon leur taille pour optimiser leur performance. Alors évidemment, la fin de la fusée, c'est la note de rançon qui va être générée, qui va contenir des extraits empruntés à plusieurs autres groupes, notamment Logbit, Heartbeat ou Mimic. Mais Red Curl ne dispose d'aucun site de fuite de données. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas sur un site Oignon ou sur Telegram, etc., un portail qui va dire on a compromis telle machine et on demande telle rançon. Ce détail alimente plusieurs hypothèses. Le ransomware pourrait servir de couverture à des opérations d'exfiltration ou représenter une option secondaire de monétisation en cas d'échec de la revente des données. Il est aussi envisageable que des négociations confidentielles soient engagées avec certaines victimes. L'apparition de QW-Crypt et là, dans l'arsenal de Red Curl illustre une évolution notable de leur stratégie, combinant des objectifs d'espionnage et de cybercriminalité financière, tout en conservant une approche furtive et ciblée. À lire, passionnant, c'est un bon niveau quand vous commencez à vous intéresser à ce type de groupe d'attaquants, puis on constate qu'à un moment, il y a comme la réalité économique du quotidien qui revient. C'est pas parce qu'on fait de l'exfiltration de données qu'on peut avoir des commanditaires qui vous payent mais pas suffisamment. Serait-ce la crise ? Depuis le 15 mars 2025, deux nouvelles exigences de sécurité sont officiellement entrées en vigueur pour l'ensemble des autorités de certification, ce qu'on appelle les CEAS, qui émettent des certificats TLS publics à la suite de leur adoption dans les baseline requirements des browsers. Ces mesures, issues du programme Moving Forward Together, lancé par Google via le Chrome Root Programme, vise à renforcer la sécurité structurelle du web et des PKI. La première mesure est l'obligation de mise en œuvre de la Multi-Perspective Insurance Corroboration, ce qu'on appelle le MPIC. Cette méthode va améliorer la validation du contrôle de domaine lors de la demande de certificat
en répartissant les vérifications sur plusieurs emplacements géographiques ou fournisseurs d'accès Internet. Cette approche empêche un attaquant via une attaque du type BGP hijack de rediriger les requêtes d'un CA, quoi d'une autorité de certification, vers une infrastructure frauduleuse et obtenir ainsi un certificat valide. L'adoption du MPIC, formalisée par le ballot SC067, répond aux failles documentées par plusieurs études universitaires, dont celle de l'équipe du CITP de Princeton, ayant démontré des cas de compromission réelle aboutissant à plusieurs millions de dollars de pertes. La seconde mesure est l'exigence du lighting systématique pour tous les certificats avant leur émission. Le lighting désigne l'analyse automatisée des certificats X509 avant de détecter les erreurs de format, les incohérences ou les écarts par rapport aux exigences normatives du web PKI. Cette analyse permet d'identifier par exemple l'utilisation d'algorithmes cryptographiques obsolètes ou la non-conformité à des champs obligatoires. Il faut savoir qu'il y a des outils tels que ZLint, CertLink ou PKLint ou X509Lint sont utilisés parfois combinés pour permettre à des metalinters comme PKMetal. Cette décision d'imposer cette vérification a été prise suite à des campagnes de tests menées par Chrome Root Program, révélant un taux élevé de certificats mal émis ou gérés de mauvaise qualité, et l'obligation a été entérinée par le ballot SC075. Parallèlement, Google prévoit l'introduction progressive des méthodes de validation de domaines jugés faibles ou vulnérables avec une date de mise en application fixée au 15 juillet 2025. L'objectif global de ces mesures est bien entendu de renforcer l'intégrité, la traçabilité et la robustesse de l'écosystème PKI public, en anticipant les menaces structurelles telles que les détournements de trafic, les erreurs d'émission ou les failles dans la validation de contrôle. Toutes ces évolutions s'inscrivent également dans une trajectoire à long terme vers un web PKI post-quantique. Lisez, c'est en anglais, c'est passionnant, ça demande du boulot. C'est pas un article qu'on lit facilement, c'est un article de travail, mais quand on voit le travail qu'ont fait les équipes de Google, c'est dans le Project Zero, c'est vraiment au bon niveau. Entre avril 2021 et juillet 2023, Apple a abusé de sa position dominante en tant que distributeur d'applications mobiles sur iOS et iPadOS, selon l'autorité française de la concurrence. Cette infraction a conduit à une amende de 150 millions d'euros pour pratiques discriminatoires liées à son cadre, le App Tracking Transparency, le fameux ATT. Introduit avec iOS 14.5, le dispositif ATT impose aux applications tierces de demander un consentement explicite à l'utilisateur pour accéder à l'Identifier for Advertiser, ce qu'on appelle l'IDFA, qui est nécessaire au suivi publicitaire interapplication et intersite. Si l'utilisateur refuse, l'identifiant publicitaire retourné est une chaîne de zéro. Le régulateur estime que le cadre ATT, dans sa mise en œuvre, dépasse ce qui est nécessaire ou proportionnel à l'objectif de protection de données personnelles avancé par Apple. En pratique, les développeurs les développeurs tiers, on ne parle pas des développeurs d'Apple, ce sont les développeurs tiers qui mettent des applications dans l'Apple Store par exemple, sont contraints de mettre en place leur propre système de recueil du consentement en plus de celui d'Apple, ce qui multiplie les fenêtres de demande auprès des utilisateurs. Alors au niveau du parcours client, c'est une catastrophe. Deux formes d'asymétrie sont pointées. L'asymétrie du parcours utilisateur. La validation du suivi nécessite deux actions de consentement de la part du utilisateur, alors qu'un refus s'effectue en un seul clic, ce qui remet en cause la neutralité du mécanisme. L'asymétrie entre éditeurs tiers et Apple. Jusqu'à iOS 15, les applications Apple ne demandaient aucun consentement pour leurs propres usages des données personnelles, contrairement aux applications tierces. Depuis, un seul pop-up a été introduit pour Apple, tandis que les éditeurs doivent toujours gérer une double validation. Cette différence de traitement constitue une infraction à l'article 82 de la loi informatique et liberté, transposant la directive européenne e-privacy. L'amende ne s'accompagne pas d'obligation de modification du système ATT, la mise en conformité est laissée à l'appréciation d'Apple. C'est ce qui m'a tué dans l'article. C'est pour ça que je vous ai retenu l'article, il est assez long. C'est-à-dire qu'on sait que le truc n'est pas correct, il n'est pas conforme, ça ne correspond pas au parcours d'utilisateur, ça nous met un peu en difficulté. On leur prend 150 millions, mais vous corrigez quand vous avez le temps. Il y a quand même des trucs qui ils sont quand même bien à côté de la plaque, les mecs. Alors de son côté, l'entreprise a affirmé que le cadre de l'ATT s'applique uniformément à tous les développeurs, y compris elle-même, et qu'elle est soutenue par les utilisateurs et les régulateurs à l'échelle mondiale. Deux vulnérabilités ont été identifiées dans les services Microsoft Azure affectant Azure Health Bot et Azure Playwright. Ces failles référencées sous les CVE 2025 21384 et la CVE 2025 26683 peuvent permettre à un attaquant d'obtenir une élévation de privilèges sur les environnements ciblés. Ces deux vulnérabilités ont été publiées par Microsoft le 31 mars, donc hier. Les détails techniques ne sont pas fournis dans l'avis,
Mais le caractère critique de ces services, notamment Azure HealthBoth, souvent utilisé dans les environnements de santé pour le traitement automatisé de requêtes médicales, implique un risque opérationnel direct en cas d'exploitation. Toute entreprise exploitant ces composants doivent appliquer sans délai les correctifs disponibles via les bulletins de sécurité publiés par Microsoft. Une surveillance renforcée des environnements Azure intégrant ces composants est à prévoir, notamment dans les contextes sensibles où une compromission pourrait impacter des processus critiques ou des données de santé. Plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans les versions 5, 6, 7 et 7.2 de Zabbix, infectant les branches antérieures aux versions 5.046 RC1, la 6.039 RC1 et la 7.010 RC1 et la 7.2.4 RC1. Ces vulnérabilités couvrent un spectre de risques comprenant l'injection SQL, le cross-site scripting, le déni de service à distance et des atteintes à la confidentialité des données. La vulnérabilité référencée sous la CVE 2024-36465 concerne un vecteur XSS dans les interfaces web de Zabbix. Elle permet à un attaquant de forcer l'exécution de scripts côté client via l'injection de contenu malveillant, ce qui ouvre la voie à la collecte de données ou à la manipulation de sessions d'administration. La CVE 2024-34469 est liée à une faille dans la gestion des requêtes SQL, permettant une injection SQL dans certaines versions non corrigées. Cette vulnérabilité peut compromettre l'intégrité de la base de données et potentiellement exfiltrer des informations sensibles ou altérer des paramètres de configuration. La CVE 2024-42325, toujours chez Zabbix, permet quant à elle de déclencher un déni de service à distance. Deux autres vulnérabilités référencées, la CVE 2024-45699 et la CVE 2024-45700, affectent les mécanismes internes de traitement des données. Elles facilitent respectivement une exécution indirecte de code via navigateur et des fuites d'informations dans certaines conditions de session. Alors il faut savoir que l'ensemble de ces vulnérabilités sont extrêmement bien documentées dans un bulletin du CERT-FR. Les correctifs sont disponibles dans les versions release candidates mentionnées et leur application est indispensable pour éliminer tous les vecteurs d'attaque identifiés. Plusieurs vulnérabilités affectent les produits Fortinet, en particulier FortiDDoS, FortiDDoS CM, FortiMail, FortiRecorder et FortiVoice, avec des versions antérieures aux correctifs indiqués dans le bulletin de sécurité de FortiGate, le IR20-105, publié le 28 mars 2025. Ces failles exposent un risque d'atteinte à la confidentialité des données. Les produits concernés sont vulnérables à des attaques qui peuvent permettre à un acteur malveillant d'accéder à ces informations sensibles. Les failles identifiées sont notamment référencées sous les CVE, la CVE 2020, 15933 et la CVE 2021, 24008. Elles touchent des composants liés à la gestion de la mémoire et des interfaces d'administration. Sur FortiMail, toutes les versions inférieures à la 6.2x ainsi que toutes les versions antérieures à la 6.0.10 sont vulnérables. Je vous recommande le bulletin du CERT-FR, il est très bien fait. Elles ont plusieurs années de retard, ces CVE, c'est assez incroyable, mais on voit toujours qu'il y a des équipements qui n'ont pas été patchés. Donc ce bulletin va prendre en compte toutes les infrastructures exploitant ces appliances, particulièrement dans des environnements sensibles ou segmentés où la compromission de données et la dérivation d'accès via l'interface d'administration pourraient avoir des effets de cascade. Là, il faut vraiment patcher. Ça sent pas bon du tout. Et enfin, pour finir sur les vulnérabilités, il y a plusieurs vulnérabilités critiques qui ont été identifiées dans l'ensemble des produits Apple, incluant iOS, iPadOS, macOS, Safari, tvOS, visionOS et Xcode. Ces failles exposent les systèmes à des risques tels que l'exécution de code arbitraire, l'élévation de privilèges, la fuite de données, le déni de service à distance, le contournement de politiques de sécurité ou encore des attaques XSS. Apple, de plus, a confirmé que deux des vulnérabilités référencées, la CVE 2025-24200 et la CVE 2025-24201, sont actuellement exploitées. Cela indique une activité malveillante en cours, tirant parti de ces failles sur des systèmes non mis à jour. Alors les systèmes affectés incluent toutes les versions de macOS intérieures à Sequoia 15.4, Sonoma 14.7.5 et Ventura 13.7.5, ainsi que les versions d'iOS inférieures à la 15.8.4. La majorité des vulnérabilités publiées sont associées à des risques de type mémoire, donc des corruptions ou des user after free ou des débordements de tampons. D'autres concernent WebKit, le moteur de rendu de Safari, exposant les navigateurs à des attaques de type code injection ou XSS, souvent exploitables via du contenu web malveillant. Certaines vulnérabilités touchent également des composants critiques comme le noyau Launch Services ou Image.io, permettant des élévations de privilèges ou une compromission complète du système via des fichiers spécialement conçus. Au total, ce sont plus de 100 CVE qui ont été publiés dans les bulletins Apple, et ça couvre l'ensemble des produits qui sont maintenus. Tous les détails techniques de chaque vulnérabilité sont fournis dans les bulletins. Le CERT-FR fait un très bon récap.
Les correctifs sont disponibles depuis le 31 mars 2025. Une fois de plus, on enfonce une porte ouverte. Sur Apple, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de malware, il n'y a pas de vulnérabilité. Comme vous pouvez le constater, c'est faux. C'est comme n'importe quel système informatique. On a des vulnérabilités, mais elles sont corrigées. Donc la documentation officielle diffusée par Apple précise les versions corrigées, les composants impactés. Pour toutes les équipes qui sont en charge de supervision ou de gestion de vulnérabilité sur du matériel Apple, vous devez vous référer directement à tous ces bulletins. Je vous les recommande fortement. Et si vous avez un petit peu le côté un peu feignant, allez sur le bulletin du CERT-FR, il est hyper complet. Et voilà, cet épisode du mardi 1er avril arrive à sa fin. Je ne vous ai pas fait de poisson d'avril, je suis désolé. J'avais prévu de faire un making-of avec toutes les coupures, tous les essais que j'avais faits. J'ai pas le temps, tout simplement. En tout cas, j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Il était un peu long, je me suis un peu rattrapé par rapport à tous les épisodes que j'ai fait en moins de 5 minutes. Je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du FIC. Je suis hyper ravi de voir qu'il y a énormément de monde. C'est top. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas d'hôtel, je suis toujours resté à la maison. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. Il était particulièrement long. Je suis à plus de 25 minutes d'enregistrement. Je vais faire un peu de coupage quand même. Ça fait un peu trop gros. À demain et profitez pour ceux qui sont au FIC.